J'ai une question pour vous. Et j'aimerais que vous puissiez répondre avec toute la rigueur de votre savoir. 7 plus 4, 11. Plus 3, 14. Moins 5, 9. Attention, roulement de tambour. Racine carrée de 9, 3. Vous êtes brillant. Et je ne me moque pas, vous êtes brillant. Sachez que ces opérations-là n'ont été possibles pour le commun des mortels qu'à partir du 8e siècle après Jésus-Christ. Il a fallu la clairvoyance d'un calife, le calife An-Mamoun, à Bagdad. Il a convoqué son meilleur mathématicien et lui a dit « J'aimerais que tu nous écrives un petit opuscule grâce à quoi chacun pourra résoudre les soucis de son quotidien, ce que l'on appelle, lorsqu'on est petit, faire des problèmes. Combien faut-il dans le porte-monnaie d'une ménagère pour qu'elle puisse au marché acheter 3 citrouilles à 3 €? Si vous êtes devenu ainsi magnifiquement fort en calcul mental, c'est parce que vous avez eu des professeurs des écoles qui vous ont entraîné pendant des années. Vous avez eu ensuite des professeurs qui vous ont mis en place toutes les règles de l'arithmétique. J'ai une deuxième question. Qui vient ici et en 90 secondes me donne envie de travailler avec elle ou de travailler avec lui? Et là, il n'y a plus personne. Pourquoi? Mais vous souvenez-vous du nom de votre dernier professeur d'art oratoire? Ils ont tous disparu en 1895 en France. Dans cette dernière décennie du 19e siècle, en réalité, tous les cours de rhétorique ont disparu, partout, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en France et aux États-Unis. Or, cette fin de siècle, voyez-vous, était très mécanisée. On avait besoin d'ingénieurs, on avait besoin de techniciens. Et on était également en train de rénover toute la pédagogie de l'enseignement. C'était le siècle de Jules Ferry. Voilà pourquoi depuis 120 ans, mesdames et messieurs, vous êtes orphelins de la parole. Depuis 120 ans, vous êtes des autodidactes de la parole. Vous n'avez plus aucun référentiel. Il y a certainement des exceptions magnifiques. Par exemple, ces professeurs de français courageux qui continuent à donner 1, 2, 3, 4 cours d'art oratoire à leurs élèves. Vous avez également l'oral du bac, mais je m'interroge. Pourquoi les lycéens sont-ils devenus mes nouveaux clients? Et puis enfin, vous avez les exceptions glorieuses. HEC, Sciences Po, Centrale Supélec, Polytechnique. Admettez avec moi qu'il s'agit là d'une toute petite population d'élite, mais ce n'est pas le commun des mortels. Alors je vous propose pendant quelques minutes de pousser la porte à double battant de la rhétorique. Nous voici au VIe siècle, avant Jésus-Christ. Nous sommes en Sicile, Agrigente et Syracuse. Ces deux villes sont sous le joug d'un dictateur. Voici qu'il chute et la population revient. S'ensuivent des procès en cascade parce que tout le monde veut récupérer son lopin de terre, sa maison. Alors 2 avocats, Corax et Tisias, commencent à écrire le premier traité d'argumentaire. Ce traité voyage, arrive à Athènes, et là ce sont les grands noms que vous connaissez qui s'en saisissent et le complètent. Nous avons donc Socrate, puis nous avons Aristote, nous avons Platon. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, tout est écrit. La caisse à outils de la rhétorique est complète. Plus personne n'ajoutera un seul outil dans la caisse. 25 siècles. Alors qu'est-ce qui change? Tout d'abord, voyez-vous, cela fait dire que la rhétorique a une origine et elle n'a pas d'histoire. En revanche, ce qui va changer, c'est la façon dont on va utiliser cette boîte à outils. Cela s'appelle l'éloquence. Et là, je peux vous assurer que vos grands orateurs sont un peu comme vos grands peintres, ils sont comme vos grands sculpteurs. Ils travaillent la mélodie du beau, la mélodie du verbe, ils vont travailler les cadences, ils vont travailler les tempos. S'ils avaient disserté sur des idées nouvelles, j'aurais gardé le silence, Démosthène. Jusque à quand abuseras-tu de notre patience, Catilina? Cicéron. Madame se meurt, Madame est morte. Bossuet. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons dans les rues, jamais nous ne nous rendrons. Churchill. Je sais que mon histoire
n'est possible dans aucun autre pays que les États-Unis. Obama. Ich bin ein Berliner. Kennedy. J'ai fait un rêve. Martin Luther King. Vous connaissez toutes ces phrases, et d'autres encore. Et vous voyez que tous ces grands orateurs ont marqué votre cœur, ont marqué votre mémoire, ont marqué votre esprit. Ils travaillent la mélodie des mots. Aujourd'hui, voyez-vous, on ne parle plus comme parlait François Mitterrand. On ne parle plus aujourd'hui comme parlait Jacques Chirac. François Mitterrand disait de Jacques Chirac qu'il s'exprimait comme on tape à la machine. Il ajoutait « il monte avec ses idées, il redescend avec les miennes ». L'éloquence varie selon les époques. Elle varie aussi selon les personnes. Quelle est votre éloquence? Voyez-vous, parler, c'est entrer en relation avec l'autre par la parole. C'est un joli mot que relation. Il vient du latin relatio, qui signifie, première acception, petit rapport administratif que l'on délivre au Sénat, deuxième acception, c'est une histoire. Entrer en relation avec l'autre par la parole, c'est commencer une histoire avec l'autre. Avouez que c'est de toute beauté humaine. Et c'est valable autant dans le domaine professionnel que dans le domaine privé. En politique, vous ne pouvez pas avoir de politique sans programme politique, de programme sans discours politique, de discours sans débat politique. La parole est intrinsèquement liée à l'histoire de la cité. Dans le management, c'est pareil. Vous ne pouvez pas avoir de management sans l'exercice de la parole, sans qu'à un moment donné, le chef d'entreprise prenne la parole, au minimum pour expliquer son projet entrepreneurial. Et puis ensuite, il passera sur la motivation, c'est-à-dire pouvoir, rien que par la grâce des mots, allumer chez chacune de ses collaboratrices, chacun de ses collaborateurs, une flamme par laquelle la conviction du projet deviendra une action. Ils porteront, elles porteront alors le projet entrepreneurial et le réaliseront. Et puis ensuite, il fédérera. Et c'est encore plus sublime. Il fera naître dans le cœur, dans l'esprit de chacun, de chacune, cette idée magnifique qu'il existe une entité abstraite, bien supérieure à ce que chacun se trouve être et à laquelle on aime appartenir et qui s'appelle l'entreprise. Et puis, il y a l'amour. Il ne peut pas y avoir d'amour sans déclaration d'amour. Parlons de la vôtre. La veille encore, vous étiez tout nerveux. Vous tournicotiez dans votre chambre, dans votre salon. Vous ne saviez pas comment vous y prendre. Et finalement, vous avez passé une nuit intranquille. Au lendemain, au petit jour, encore tout remué par les bouleversements de la veille, vous vous êtes finalement présenté tout pantelant, tout chancelant, tout hésitant. Et elle est tombée dans vos bras. Avez-vous relu Flaubert? Non. Chateaubriand? Non. Victor Hugo? Non. Avez-vous réussi un chiasme magnifique? Non. Une anaplose sublime? Non plus. Elle vous l'a dit d'ailleurs. Quelques semaines plus tard, tu sais, tu étais particulièrement maladroit ce jour-là, particulièrement gauche. Mais qu'est-ce que tu étais sincère. Et voyez-vous ça, cette sincérité, c'est-à-dire cet art sublime de pouvoir s'exprimer avec un alignement parfait entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous vivez au moment où vous le dites, cette sincérité-là, c'est le premier principe de l'éloquence. Parlez comme vous êtes. Vous ne pourrez jamais parler comme Churchill. En revanche, vous parlerez toujours comme vous êtes. Vous parlez avec vos bibliothèques, vous parlez avec vos livres, vous parlez avec vos sensations, vos émotions, votre intelligence. Vous parlez avec votre corps, vous parlez avec votre esprit, votre cœur. C'est charnel la parole. Arrêtez de penser un seul instant que c'est intellectuel. C'est d'abord là que ça se passe. Oui, mais je suis timide. N'est pas venu celui qui va me faire parler en public. Autant construire des châteaux en Espagne. 2 réflexions. Faut-il vraiment être en Espagne pour construire des châteaux? Plus précisément, je prends votre timidité. Vos parents ont tenté de vous changer en 20 ans et n'y sont pas parvenus. Alors prenons un autre chemin. Considérons votre singularité. Peut-être cette timidité est-elle vécue par vous comme un fardeau. Alors,
Allons plus avant dans votre personnalité et glanons encore quelques grains de courage par lesquels nous allons enceindre cette timidité. Et tout en gardant ce que vous êtes, votre réserve, votre façon d'être, vous allez commencer à parler précisément comme vous êtes. Et c'est pour cela qu'on viendra vous écouter. C'est pour cela qu'on viendra vous entendre. Et c'est pour cela que vous commencerez à être persuasif. Ne vous disloquez jamais. Parlez comme vous êtes. Il y a peut-être une éloquence un peu mystérieuse dans tout cela. C'est celle des starlettes de la télé-réalité. Elles nous ont quand même affublés d'un certain nombre d'aphorismes impressionnants. Là, je ne fais pas le moine. Les philosophes pensent encore. Je suis têtu comme une moule. Là, c'est les conchiliculteurs, perplexes. Vous parlez comme vous êtes. Ayez bien confiance dans ce que vous êtes. Y aurait-il, au-delà de cela, une autre règle, un autre principe d'éloquence? Assurément, quand je vous l'aurai dit, vous verrez tout de suite et vous me croirez, il n'appartient pas à notre 21e siècle. Quand nous n'avons rien à dire, taisons-nous. Je vous assure que ce n'est pas notre siècle. La démocratie nous a donné l'exercice, la liberté de la parole. Si nous étions des gens de goût et élégants, nous tempérerions cet exercice de la parole précisément par le fait de se taire chaque fois que nous n'avons rien à dire. Et nous sommes tant à n'avoir rien à dire. De toutes celles et ceux qui n'ont rien à dire, celles et ceux qui nous plaisent, ce sont ceux qui se taisent. Coluche. La démocratie a donné la parole à des milliers d'imbéciles. Les réseaux sociaux ont donné la parole à des milliers d'imbéciles qui, avant, se trouvaient simplement au bar, dans un troquet, devant un verre de vin blanc, déversaient leurs sottises, rentraient chez eux, ne venaient de mal à personne. Depuis, ils ont le même droit à la parole qu'un prix Nobel. C'est la démocratie des imbéciles. Ces mots sont de votre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Et peut-être, voyez-vous, sur ce thème, la plus belle conclusion appartient à un sénateur, le sénateur Malhuret, lorsqu'il nous dit, finalement, en 2500 ans, on est passé de Socrate sur l'Agora à Francis Lalanne sur Facebook. Considérons ce premier principe, je vous propose de le résumer en une phrase. Mieux vaut fermer sa gueule et risquer de passer pour un con plutôt que de l'ouvrir et d'ôter tout doute là-dessus. Y aurait-il un autre principe? Assurément. Le troisième principe de l'éloquence est très beau, il est très délicat. Si vous dites quelque chose, c'est que cela ne va pas de soi. C'est que vous avez considéré qu'il valait mieux casser ce silence qui nous unissait pour pouvoir disloquer des malentendus. Chaque fois que vous dites quelque chose, c'est que le silence ne suffit plus. Il était d'or, vous y ajoutez une parole d'argent, précisément pour pouvoir construire autre chose que le malentendu contenu dans le silence. Un ami me disait, il y a 3 semaines à peu près, je vais ouvrir un magasin, j'ai déjà acheté une cagoule et un pied de biche, ça ne va pas de soi. Les partis politiques dissertent encore aujourd'hui pour savoir s'il faut réduire le nombre de fonctionnaires dans l'administration. C'est que cela ne va pas de soi. Ce qui permet, voyez-vous, encore aujourd'hui à l'administration française de considérer qu'elle est peut-être la chose la plus proche de la vie éternelle. Il y a un dernier principe, un tout dernier principe d'éloquence. C'est que dès lors que vous dites quelque chose, vous mettez cette chose en débat. Vous permettez à chacun de penser autrement. Vous permettez à chacun éventuellement de vous contredire, de vous dire son avis, son opinion. Dès que vous mettez quelque chose sur la place publique, la chose ne vous appartient plus. Le débat démarre.
En 2016, nous sommes au 300 millième mensonge de Trump, comptabilisé par le Washington Post et le New York Times. Le 26 décembre de cette année-là, il tweet ceci. « Avant ma victoire, le moral des Américains était au plus bas. Depuis que j'ai gagné, la croissance est de 10% et les dépenses de Noël des Américains avoisinent les 1 000 milliards de dollars. À peine a-t-il tweeté que c'est sur la place publique. On peut commencer à vérifier, puis ensuite à contredire, puis ensuite à infirmer ou à confirmer, à médire si vous le souhaitez, en tous les cas à débattre. » Regardez 4 principes. Le premier, soyez vous-même, soyez sincères. Le deuxième, si nous n'avons rien à dire, taisons-nous. Le troisième, si vous dites quelque chose, c'est que cela ne va pas de soi. Le dernier, si vous dites quelque chose, c'est que vous mettez la chose en débat. Il y a une seule exception à ce principe. C'est lorsque, voyez-vous, votre ami, votre épouse, dans cette belle après-midi d'automne où vous avez encore un soleil rasant sur l'horizon, dans le silence du salon vous dit « Je peux te poser une question ?» Messieurs, sachez qu'à ce moment-là, l'enquête est close et le procès commence. J'ai une toute dernière question pour vous. Avec tout cela, voyez-vous, aurez-vous le courage? Aurez-vous le courage d'être vous-même, d'aller chercher les mots qui vous ressemblent? Aurez-vous le courage d'aller voir à l'intérieur de vous ces particularités qui sont les vôtres, c'est-à-dire vos défauts, mais autant vos qualités, pour pouvoir nous dire quelque chose qui est à vous, quelque chose qui vous ressemble? Et non pas qui ressemble à monsieur, madame, tout le monde, qui ressemble à la foule. Non, surtout pas. Aurez-vous ce courage-là? Il ne faut pas de courage pour être comme tout le monde. Dans ce cas-là, habillez-vous comme eux, pensez comme eux, marchez comme eux. Vous aurez les mêmes émotions, les mêmes sensations, vous aurez les mêmes idées. Il ne faut pas de courage pour cela. Aurez-vous le courage, tout simplement, de vous dire que vous aussi, avec tout ce que vous êtes, vous pouvez avoir cette facilité de transmettre une idée par la puissance des mots. Ne me dites pas que vous avez fait tout ce chemin, que vous avez vécu toute cette vie pour aujourd'hui vous confondre dans l'anonymat d'une foule. Aurez-vous ce courage? Je le crois. Merci.